le podcast du vivant qui met en valeur les acteurs d'un monde en plein bouleversement. Je suis Isabelle Vauconstant et je tends mon micro pour vous parce que ça craint pour la planète. Aujourd'hui, je reçois Juliette Duquesne, journaliste et autrice d'un livre paru aux éditions du Bord de l'eau. Autonome et solidaire pour le vivant, sous-titré « S'organiser sans l'autorité de l'État ». Juliette est partie à la rencontre de ces collectifs marginaux qui repensent des façons de vivre ensemble et proposent une vision renouvelée des communs et de la solidarité. D'aucuns pourraient penser ces utopies inutiles. Elles sont fondamentales car une société ne se transforme pas par son centre, mais grâce à ses marges. Bonjour Juliette, qui es-tu ? Bonjour Isabelle, je suis journaliste, autrice, conférencière. Je suis journaliste depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé une dizaine d'années dans les grands médias et je suis journaliste indépendante depuis près de 10 ans. Et je me suis spécialisée au fil des années sur les thématiques liées à l'écologie. Et donc là, c'est mon 7e ouvrage. Voilà, j'ai traité avant des thématiques comme la faim dans le monde, les semences, les excès de la finance, l'eau, la pollution numérique et l'intelligence artificielle, la croissance et la décroissance. Et là, donc, c'est le 7e ouvrage sur toutes ces questions liées à l'autonomie, à la démocratie et à notre rapport à l'État. Alors justement, si on fait un peu la genèse, d'où c'est venu, comment est née cette idée ? Il est né parce que, en fait, dans mes 6 autres ouvrages que j'avais coécrits avec Pierre Rabhi, à chaque fois, je me rendais compte qu'on savait ce qu'il fallait faire. Par exemple, sur la thématique de l'eau, il est clair que si on veut préserver l'eau, il faut fondamentalement et de façon très forte réduire nos émissions de gaz à effet de serre et changer structurellement notre modèle agricole et alimentaire si on veut préserver l'eau. Mais à chaque fois qu'une loi est votée, elle pourrait changer les choses. Il y avait par exemple une loi au début des années 2000 qui aurait été très intéressante pour préserver l'eau. Il y a eu 17 versions de cette loi et elle a été vidée de son contenu. Pour la finance, moi j'ai beaucoup étudié la crise des subprimes. Après la crise des subprimes, normalement, il doit y avoir une loi de séparation bancaire. François Hollande avait dit « Mon ennemi, c'est la finance ». Et cette loi de séparation bancaire a été totalement vidée de son contenu et donc elle n'a eu aucun impact. Et donc on se rend compte à chaque fois qu'on sait ce qu'il faut faire, mais qu'on n'y arrive pas et que du coup l'État vide les lois souvent de son contenu. Au final, les lobbies, souvent, mais c'est aussi, du coup, on voit que ça a cette conséquence-là. Et donc, dans ma question, c'est vrai qu'en France, on se dit toujours que c'est un État plus centralisé, avec plus de planification écologique qui va nous permettre de préserver la planète. Et la question, c'était plutôt, est-ce que l'État fait pas partie du problème ? Donc c'est là, cette enquête, elle part de là, de se dire qu'on veut toujours que les choses changent par l'État, mais qu'au final, on voit quand on regarde l'histoire que le capitalisme et l'État se sont toujours nourris l'un l'autre, que c'est l'État qui a façonné les marchés tels qu'ils sont aujourd'hui. Et donc c'est de ce constat-là qu'est venu ce livre-là, et aussi parce que à travers mes 6 autres ouvrages, quand je participais à des tables rondes, surtout parmi les milieux engagés, ceux qui avaient déjà compris qu'il fallait mettre en place la décroissance, qu'il fallait vraiment changer fondamentalement notre modèle, je me rendais compte qu'autour de la table, cette question de l'État, elle n'était pas très bien formalisée. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui voulaient justement plus de planification écologique, d'autres qui partaient plus dans d'autres voies, mais en fait qui ne savaient pas forcément à quoi se raccrocher et que c'est pas grave de pas être d'accord, mais c'était pas bien formalisé autour de la table. Donc c'est ça qui m'a intéressée. Après, je suis quand même partie plus dans la voie que l'État fait partie du problème. D'ailleurs, j'explore plus les solutions et je fais le lien, l'intérêt de cette enquête. Moi, j'interroge quand même à chaque fois une centaine de personnes. J'ai passé 3 ans et donc c'est de faire le lien dans le monde entier, parce que je suis allée voir les apatistes au Chiapas, je suis allée en France, j'ai interviewé aussi des chercheurs au Sénégal, de voir comment on peut s'organiser sans l'autorité de l'État, pas sans l'État, mais sans son autorité, et de voir aussi le lien avec l'histoire. Et de voir qu'au final, les anarchistes, là j'ai lu beaucoup moi, de textes, notamment de la fin du 19e siècle, qui sont vraiment d'actualité. Et quand on voit l'histoire du 20e siècle, que ce soit le lien entre le capitalisme et l'État, mais aussi de voir l'échec du communisme et des dictatures communistes du 20e siècle avec l'effondrement du bloc soviétique,
politique dans les années 90, on voit aussi que l'État fait partie de la problématique. Et c'est vrai que c'était très intéressant de faire ce lien avec l'histoire et de voir que ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de groupes dans lesquels je suis allée, sans même le savoir, des fois, ils ont des liens très forts avec les idées anarchistes. Et certains le revendiquent, mais d'autres pas du tout. C'est ça qui était aussi intéressant. Alors justement, si on se penche sur l'histoire, est-ce que tu as pu approcher un peu l'histoire des marges et de leur rôle dans les transformations sociétales ? Oui, c'est vrai que c'est intéressant le point que tu abordes, que tu disais dans l'introduction, c'est très juste. C'est dans les marges que se crée le futur et c'est dans ces utopies qui peuvent paraître marginales aujourd'hui que peut se créer l'histoire de demain et le monde de demain. Et c'est ça qui est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est beaucoup revenu dans mon enquête, surtout sur le fait que des fois, et les initiatives qui ont échoué, qui ont échoué parfois, c'est souvent lié à ça, c'est qu'on recherche beaucoup l'efficacité et la massification, qui sont deux travers de notre société capitaliste, en se disant, si on veut que ça aille vite, il faut aller dans la massification et l'efficacité de ces initiatives, etc. Alors que quand on fait ça, justement, on va retomber dans l'échec. Et que moi, ce qui a été très important dans ces initiatives, et c'est aussi ce qui ressort aussi dans l'anarchisme de la fin du 19e, des idées anarchistes, notamment à la fin du 19e siècle et au cours du 20e siècle, c'est le fait de dire qu'à chaque fois, les moyens sont aussi importants que la finalité et que dans tous les groupes où je suis allée, la façon dont on va constituer les règles sont très importantes, comment on va décider ensemble. Et même si on a l'impression que ça prend plus de temps, mais en fait, elles sont beaucoup mieux acceptées par l'ensemble des personnes et donc elles vont être beaucoup plus mises en place après. Et comme je disais tout à l'heure, par exemple, sur les questions des lois qui ont été vidées de leur contenu. On voit par exemple la loi sur l'eau, c'était il y a plus de 20 ans. Si elle avait été mise en place, on n'aurait pas ces problèmes sur l'eau très massifs aujourd'hui. Donc on voit bien que même si ça met plus de temps à se mettre en place, c'est beaucoup mieux accepté et donc c'est plus intéressant. C'est ce que dit très bien Éric Gauthier à Cadenay dans le Vaucluse sur la sécurité sociale de l'alimentation. Le jour où je lui ai dit mais c'est quand même très long toute cette mise en place démocratique, et il m'a dit mais c'est précisément parce qu'on est pressé qu'on n'a pas le temps d'échouer. Voilà. C'est très juste. Et ça, chez les zapatistes, on en parlera certainement là pendant l'heure, mais au Mexique, c'était vraiment particulièrement juste ce point-là où ils ont vraiment réussi à établir des façons de discuter qui nous paraissent vraiment très longs, mais au final, c'est eux qui vont le plus loin dans l'autonomie et dans l'organisation, là, carrément pas sans l'autorité, sans l'État carrément, sans aucune aide de l'État, et donc ils vont très loin là-dedans. On allait y venir de l'anarchisme au zapatisme. Est-ce qu'il y a un lien ? Et alors dans ton livre, tu expliques le lien et pas le lien. Oui, c'est-à-dire que les zapatistes ne se disent pas anarchistes au départ. Ils arrivent au même constat, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on oublie souvent que le soulèvement zapatiste arrive en 1994, quelques années après l'effondrement du bloc soviétique, et donc ils constatent les méfaits d'un État très centralisé et les conséquences que cela peut avoir, et que c'est pas forcément la bonne solution pour lutter contre le capitalisme. Après, les zapatistes, comme d'autres que j'ai interrogés dans l'ouvrage, ils remettent aussi en cause l'État. Et d'ailleurs, c'était intéressant au Mexique, tous les gens que j'ai interrogés qui veulent sortir du capitalisme et des méfaits du capitalisme sur le vivant et tout ce qui nous entoure, eux remettent toujours en question l'État. Contrairement à, c'est pas du tout le cas en France. Alors bien sûr, l'État mexicain est très différent de l'État français pour plein de raisons, mais c'est surtout que eux, ils voient beaucoup le lien entre le fait que l'État-nation tel qu'il est aujourd'hui, il est né de la colonisation. Et dans le zapatisme, il y a aussi toute une critique de cette colonisation, du fait que les cultures mayas ont été étouffées, qu'il y a eu beaucoup de massacres, beaucoup de morts liées à cette colonisation et un accaparement des terres. Et le soulèvement zapatiste, c'est aussi un mouvement pour récupérer les terres et les cultiver
autrement. Donc cette critique de l'État était forcément beaucoup plus forte. Et c'est intéressant aussi de voir ce lien-là entre colonisation et naissance de l'État-nation. Parce que c'est vrai qu'on pourrait faire tout un livre et toute une heure sur la définition de l'État. Là, c'est vrai que moi, dans mon ouvrage, je le définis, mais on le définit comme... Moi, je pars plutôt de l'État-nation que les États-cités. On est plutôt dans l'État tel qu'il est aujourd'hui, avec le monopole de la violence légitime, avec l'impôt, avec toutes ces caractéristiques qui forment les États. Aujourd'hui, on constate qu'il y a chez certains un besoin de faire évoluer la société. Dans tous les gens que tu as rencontrés, y a-t-il un point commun? D'où ça vient, ce désir de faire évoluer la société? Et comment ça les raccroche aux vivants? Ah oui, le lien dans tous ces collectifs, le lien entre eux... Ce qui les pousse, leur moteur. Pour beaucoup, je pense quand même que, en tout cas, peut-être plus pour les jeunes générations, il y avait cette volonté de protéger le vivant, justement, parce que, voilà. Après, certains, peut-être dans les collectifs encore plus engagés, eux venaient plus du mouvement anticapitaliste et après est venu le fait de protéger le vivant. En tout cas, tous, et ça c'était très intéressant, avaient plus dans leur quotidien cette volonté de protéger le vivant plutôt que d'avoir un héritage d'argent ou de maison à transmettre à leurs enfants. Et ça, c'était très intéressant de le voir au quotidien, c'est-à-dire que tous les collectifs que j'ai interrogés, toutes les personnes que j'ai interrogées avaient fait un travail assez important pour changer leur rapport à l'argent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de marchandisation du geste du quotidien et du coup, ils s'organisent ensemble pour moins avoir cette marchandisation, pour moins dépendre des multinationales et de l'État, pour se nourrir, pour se loger. Alors même si c'est pas complètement indépendant, mais ils le sont quand même plus. Oui, ils ont complètement changé ce rapport à l'argent et je trouve ça quand même très louable en fait, ce travail-là qui est fait. Beaucoup de collectifs où je suis allée, par exemple à la Bigotière, c'est une oasis, un habitat partagé en Bretagne. Ils redistribuent même leur argent entre eux. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui travaillait chez Orange et quelqu'un qui était... Alors, il ne travaille plus aujourd'hui, mais il travaillait avant. Et quelqu'un qui était à la SNCF, qui gagnait moins d'argent, ils se redistribuaient l'argent entre eux. C'est quand même intéressant d'aller jusque-là. Ils ont même créé une structure dans leur habitat partagé pour accueillir des mères qui étaient seules avec leurs enfants. Et si elles n'avaient pas eu ce lieu-là, elles auraient été séparées de leurs enfants. Donc, je trouve ça... Après, bien sûr, ils ont eu l'agrément de l'État, ils ont pu avoir des aides de l'État, mais au départ, c'est avec leur argent qu'ils ont créé ce lieu dans l'habitat partagé. Donc, je trouve qu'il y a dans tous ces collectifs une volonté peut-être d'incarner le changement qu'on voudrait pour la société. Alors, c'est intéressant parce que des fois, on a eu tendance à opposer le fait d'agir au quotidien et de dire que tout ne peut pas reposer que sur les citoyens. Et je trouve que là, dans tous les collectifs où je suis allée, il y avait les deux en fait. Ils ont changé leur quotidien et du coup, certains m'ont confié qu'ils étaient moins en colère que quand ils allaient juste manifester et qu'ils étaient plus ouverts sur la société qu'avant parce qu'ils agissaient au quotidien et que du coup, ça les rendait mieux. Et en même temps, ça les empêche pas pour beaucoup d'aller. Il y en a qui ont été manifestés contre les retraites, la réforme sur les retraites. Il y en a beaucoup qui font du plaidoyer au niveau européen ou national pour faire changer des lois, etc. Ça ne les empêche pas d'avoir ce rôle-là en plus. Et c'est vrai que dans les débats, en tout cas dans le monde de l'écologie, on a eu tendance à opposer les deux et je pense que c'est dommage. Est-ce qu'on a, sur le plan individuel, est-ce qu'on a un profil type, que ce soit chez les apatistes ou chez les jeunes Français ou Sénégalais? Un profil type de personne qui s'engage ? Ouais. Il ne me semble pas. Après, je pense quand même qu'il y a une forme de courage pour le faire, en fait. Et il faut quand même le reconnaître, ça demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il y a une liberté d'esprit. C'est pour ça que moi, ça m'a aussi beaucoup intéressé, tout ce lien avec l'anarchisme, parce qu'il y a comme ça une volonté d'être libre. Et aussi, ça, je l'ai vu dans les collectifs qui fonctionnaient le plus. Et moi, c'est aussi un point personnellement qui me touche. Et là, j'ai vu aussi le lien avec l'anarchie.
c'est l'importance dans les collectifs de ne pas étouffer. Et ça va un peu avec la massification dont je parlais tout à l'heure, avec cette volonté de garder la singularité de chacun. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans un collectif qu'il va falloir tous être pareil, exactement pareil. Sinon, ça ne fonctionne pas parce qu'on étouffe les différences et on retombe dans les mêmes travers. Et il y avait cet équilibre, par exemple, je ne sais pas si ça va parler aux éditeurs qui nous écoutent, mais dans les collectifs, pour pouvoir créer de la confiance et que ça fonctionne entre les personnes, il faut quand même avoir un minimum de réunions, pour certains en tout cas, et échanger ensemble. Et c'est vrai que par exemple, il y avait un autre oasis où je suis allée en Bretagne, où ils étaient plus jeunes. Ils m'ont confié que pour certains, ils avaient été trop dans l'intimité. C'est-à-dire qu'ils se confiaient trop les choses et ça partait du coup... il y avait eu par exemple des problèmes à la suite de la séparation d'un couple. Et en fait, c'est bien de partager de l'intimité pour avoir un climat de confiance, mais si on fait trop, ça peut être aussi intrusif et pas respecter l'unicité, la singularité de chacun. Donc il y a toujours un équilibre à trouver entre respecter son intimité et le collectif. Parce que c'est vrai que pour créer de l'autonomie, il faut aller vers plus de collectifs, parce que si on veut cultiver sur les terres à côté de chez soi, si on veut créer des bâtiments qui vont être écologiques, même si chacun a son chez soi, etc., il faut le faire ensemble. C'est comme ça qu'on va pouvoir moins dépendre des multinationales et de l'État. Donc il y a cet équilibre à trouver. En fait, on peut être plus indépendant et autonome face à la société parce qu'on a créé ce collectif, mais à l'intérieur de ce collectif, il faut faire attention que chacun puisse avoir son curseur entre le collectif et l'intimité, et tout le monde n'a pas le même, ça je l'ai vu dans les différents collectifs, et de respecter cette singularité, cette unicité. Alors là, je pars sur un autre sujet, mais ce qui était intéressant aussi dans cette enquête, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans beaucoup d'endroits retrouvent du sens dans leur quotidien, par rapport à beaucoup de métiers aujourd'hui où on ne sait plus très bien pourquoi on le fait, ou c'est juste pour plus consommer, etc. Et le fait de retrouver du sens dans la société, ou même dans des communes où je suis allée, comme à Los Angeles, où on réimplique aussi les citoyens dans la démocratie, font que les gens se sentent plus dignes, plus respectés, et c'est ça aussi qui permet de lutter contre l'extrême droite. Et cette dignité, elle est beaucoup ressortie aussi dans cette enquête. Des apatistes qui retrouvent la dignité des cultures mayas face à un État très centralisé lié à la colonisation, à cet État mexicain, et à Los Angeles, où au niveau national, ils votent extrême droite, mais au niveau local, où ils votent vert, et où l'ancien maire Jean-François Caron a réussi, avec toute son équipe, mais c'est quand même, là pour le coup, là, lui, il a été assez leader sur la question. Il s'est pas dit on va renier tout le passé de Los Angeles, qui est un passé minier. Au contraire, on va le remettre en avant. Il va être patrimoine mondial de l'UNESCO, etc., pour après construire toute une ville écologique qui est une pionnière, avec des panneaux solaires sur les toits, avec 20% d'agriculteurs bio. C'était très intéressant de se balader à Los Angeles, d'aller dans un café où j'avais l'impression d'être dans le 11e, avec des cours de yoga, du bio, et avec l'accent du Nord. Il faut à chaque fois reconnaître l'histoire d'un pays, l'identité d'un endroit, d'un territoire, pour pouvoir après aller vers on va dire une protection du vivant. Donc c'est une protection des êtres humains et de l'histoire de ces êtres humains et de toute la nature qui entoure ces êtres humains. Voilà, les êtres humains font partie de la nature, mais tout ce vivant dont les êtres humains font partie. Il y a une autre chose qu'on reproche beaucoup à tous ces mouvements et à tous ces collectifs, c'est d'être autarcique, oui, voire sectaire. Alors ça, c'est un point important. Alors, dans tous les endroits où je suis allée, il n'y a aucun qui est autarcique. Mais il faut reconnaître
que on rentre plus ou moins facilement dans ces collectifs. Parce que, alors certainement, ceux qui sont en tout cas qui se revendiquent liés à l'anarchie, l'anarchie a quand même été énormément persécutée au cours du XXe siècle, hein, et par les capitalistes et par les communistes, donc ça a laissé des traces. On entend quand même très peu parler de l'anarchie, on pourra peut-être en reparler sur les idées reçues et autres. Des fois, on résume l'anarchie aux violences, alors que c'est beaucoup plus compliqué, et au désordre, alors qu'au contraire, c'est vraiment très différent. Mais oui, donc il y a ce point-là, et je pense que certains collectifs ont parfois peur d'être récupérés. Donc, pour rentrer dans les collectifs, c'est pas toujours simple. Moi, je sais que, par exemple, je viens de la télévision. J'ai bien vu que là, si j'étais venue avec des caméras, ça aurait été très, très compliqué. Déjà, là, en venant en tant qu'autrice, journaliste, des fois, j'ai plus privilégié, d'ailleurs, le terme autrice que de journaliste pour rentrer dans ces collectifs. Par exemple, Longomaille, si certains connaissent, donc ce sont des coopératives. Moi, je suis allée à la première coopérative aliments dans le sud de la France. Donc là, c'est très intéressant. Hein. Ils vont très loin parce que eux, ils travaillent sur le lieu en grande majorité. Donc là, ils sont une centaine de personnes aliments. Ils sont autonomes en viande. Dans une autre coopérative, ils ont recréé toute la filière de laine du mouton au pull, à faire le pull. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que eux, ils travaillent sur le lieu. Il y a très peu de gens qui travaillent à l'extérieur. Ils reçoivent de l'argent de la coopérative Longomaille, qui est financée à moitié par des dons et aussi par toutes les activités qu'ils font dans les différentes coopératives qu'on peut retrouver un peu partout en Europe. Hein. Il y en a plusieurs en France, mais il y en a aussi en Suisse, en Ukraine. Voilà. Et donc, ils vont quand même assez loin dans ce modèle d'autogestion. Et moi, c'est vrai que pour venir, j'y suis allée une première fois présenter ce que je voulais faire en tant que journaliste d'investigation. Et j'ai pu revenir. Donc, je suis restée 2 jours. J'ai beaucoup parlé avec eux, etc. Je suis rentrée chez moi. Et ils ont décidé si après ou non, je pouvais revenir pendant 10 jours. Mais c'est parce qu'aussi, ils avaient eu des mauvaises expériences. Hein. Ça peut être justifié. Hein. Donc, je peux le comprendre. Alors, bien sûr, l'endroit où ça a été le plus difficile d'enquêter, c'est au Chiapas. Donc là, au Chiapas, c'est la région où vivent les zapatistes. Hein, et les zapatistes, ils sont pas dans une zone donnée. Ils sont dans plein d'endroits au Chiapas. Hein. Ça équivaut à peu près au territoire de la Bretagne, mais dans un même village, on peut avoir des zapatistes et des non-zapatistes. Comme en plus dans cette région, c'était moins le cas avant, mais de plus en plus, il y a les narcotrafiquants et les paramilitaires. Donc la région est de plus en plus quand même instable. Là, bon, bien sûr, c'était très difficile d'enquêter. Et alors là, je m'éloigne parce que ta question, c'était sur l'autarcie. Et les zapatistes, en plus, décident quand ils veulent bien parler, etc. Donc, j'ai réussi à interviewer les zapatistes, mais c'est vrai que ça a été, là, pour le coup, un vrai travail. Mais en tout cas, par rapport à ta question, personne n'est autarcique, et au contraire, tous les lieux où je suis allée ont énormément de liens avec l'extérieur. Donc, je vais donner des exemples concrets. Je parlais de Longomaille. L'école du village a été ouverte de nouveau grâce aux habitants de Longomaille. Plusieurs font partie de l'équipe municipale de Liman. Il y a beaucoup de liens avec Notre-Dame-des-Landes, avec les zapatistes au Mexique. Il y a aussi énormément de liens. J'ai interviewé par exemple Nick à Longomaille, qui lui travaille beaucoup au plaidoyer sur la forêt, pour aider la reconstruction de l'Ukraine, etc. Donc là, on ne peut pas du tout dire que ce soit autarcique. Pareil pour les oasis, le réseau d'habitat partagé. Il y a à chaque fois, peut-être au moment de la construction de ces habitats partagés, ou même il y a un côté, oui, il faut se concentrer sur le groupe pour construire. Mais après, à chaque fois, il y a énormément de liens avec l'extérieur. Et au contraire, ça va même être des endroits où on va pouvoir initier des associations, des modes d'action. Voilà, et on peut mettre, au contraire, ça peut être des relais importants liés à l'écologie sur un territoire. Non, c'est pas du tout autarcique. Et d'ailleurs, autonome et solidaire,
ceux qui, moi, dans mon enquête, vont vraiment le plus loin sur l'autonomie, c'est les apatistes, où ils sont même autonomes de façon alimentaire. Et ils travaillent la terre différemment. Mais ailleurs, ils le disent tous, ils ne sont pas autonomes. Ils tendent vers l'autonomie, mais personne ne se dit autonome. Il y en a qui reçoivent le RSA, il y en a qui sont à la CMU. Donc, ils ne se disent pas du tout autonomes. D'ailleurs, le sous-titre, c'est « Vivre sans l'autorité de l'État, sans son impulsion, mais pas sans l'État ». Alors, là, on a parlé beaucoup des collectifs. On a moins parlé de tout ce à quoi ils touchent. C'est-à-dire qu'ils touchent à l'alimentation. Tu es allé interviewer des gens qui touchent aux outils, des gens qui touchent à la distribution. Comment ça marche quand on n'est pas simplement sur des lieux de vie? Ah oui, quand on est plus dans les structures collectives. Oui, alors ça, c'est plus la dernière partie de l'ouvrage. C'était intéressant. Toute la première partie de l'ouvrage, c'est plus sur les lieux de vie, comment on construit son autonomie avec des gestes du quotidien qui vont devenir politiques pour se nourrir, pour se loger, etc. Toute la dernière partie de l'ouvrage, c'est plus des collectifs. Alors, c'est vrai que c'est très lié à l'alimentation au final, parce que ce soit cultiver la terre, accéder à la terre, et après où on va acheter sa nourriture, comment on va s'organiser, on se rend compte quand même que l'accès à la terre et comment on la cultive et où on va acheter sa nourriture, c'est quand même très important sur un territoire. C'est pas toi que je vais le dire, je vais l'apprendre, et que ça structure un territoire et ça structure une société et que ça peut vraiment nous permettre de sortir du modèle capitaliste et de construire un autre mode de vie, enfin d'autres modes de vie, on va plutôt parler au pluriel, qui vont respecter le vivant et la géographie d'un territoire. Donc ça, c'est évident. C'est vrai que la fin de l'ouvrage est plus sur tous ces collectifs qui vont fonctionner différemment, mais qui vont pas être basés sur les lieux de vie. Alors, ce qui était intéressant, j'ai par exemple été voir la Chambre d'agriculture alternative du Pays Basque. Ça, c'est très intéressant parce que là, on voit l'intérêt de s'organiser sans l'autorité de l'État, justement, parce que eux, au départ, ils militaient, ceux que j'ai interrogés qui ont fondé cette Chambre d'agriculture alternative, ils étaient au sein de la Chambre d'agriculture classique, ils essayaient de faire changer les choses de l'intérieur. À un moment, ils en ont eu marre, ils ont vu que ça fonctionnait pas, ils ont créé une Chambre d'agriculture alternative. Elle a été attaquée plusieurs fois par l'État parce qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir une autre chambre d'agriculture que celle qui était officielle et qui défendait un modèle agricole industriel. Ils ont gagné ces procès, ça les a même fait gagner un peu en visibilité. Aujourd'hui, ils accompagnent la moitié des agriculteurs du Pays Basque dans une agroécologie paysanne. Donc, on voit que ça fonctionne. C'est intéressant. Parce que des fois, on peut se poser la question. Moi, d'ailleurs, peut-être qu'il faut faire les deux. Je dis pas. Mais je trouvais ça intéressant, cet exemple-là, qui vient dans une région, encore une fois, qui a une culture populaire très forte. Donc, on voit ce lien aussi entre préservation du territoire et préservation de la culture, comme au Chiapas, où il y a une culture maya, spirituelle, très forte, qui peut se nourrir. Et après, on peut aussi créer d'autres modèles. Il y a vraiment ce lien-là. Donc oui, c'était intéressant d'aller voir tous ces collectifs. Je suis allée voir aussi l'atelier paysan, qui, bien sûr, propose des outils et qui les recense pour que les agriculteurs ne dépendent pas des gros tracteurs et des grosses machines. Mais c'est pas seulement ça. C'est aussi une action politique pour s'organiser ensemble face à ces dérives technologiques. Et c'est vrai que Hugo Persillé était très intéressant sur ce point parce qu'ils font aussi partie, donc qui fait partie de l'atelier paysan et qui du coup, ils font partie aussi des soulèvements de la terre, de la sécurité sociale, de l'alimentation. Et il m'expliquait que ce qui était important dans tous ces collectifs, et je trouve que cette phrase est très juste, c'était pas seulement de faire communauté, d'essayer d'être ensemble pour faire autrement, mais de faire société et de réussir à arbitrer des intérêts divergents au sein d'un même groupe. Et c'est pour ça que la sécurité sociale de l'alimentation est très intéressante parce qu'elle va arbitrer des intérêts divergents entre les citoyens consommateurs, les mangeurs, ceux qui vont manger, les producteurs, ceux qui vont vendre les produits. Et moi, je suis allée à Dieu le fit pour cette sécurité sociale de l'alimentation, donc un collectif qui est en cours, qui construit, qui n'a pas encore fini totalement comment va se structurer cette sécurité sociale de l'alimentation. Moi, quand j'y suis allée, ils avaient un marché avec un système de billes. Ils n'avaient pas encore mis la carte, c'est-à-dire qu'on choisissait une bille pour savoir si ça allait être le prix le plus cher, le moins cher ou le prix classique. Et j'ai assisté à des réunions entre ces personnes et c'était intéressant. Par exemple, ils se posaient la question, est-ce qu'on doit être totalement autonome financièrement? Est-ce qu'on peut accepter des subventions ou des aides de
de fondation. Il y en avait qui voulaient même pas du tout d'aide. Mais en même temps, ils avaient peur de s'essouffler s'il n'y avait pas du tout d'aide pour avoir un salarié au moins. Donc, et c'était intéressant de voir comment ça allait se construire ensemble. Et dans la salle, il y avait des producteurs, des citoyens, des membres de l'association Terre de Liens, des gens qui géraient la boulangerie, le marché. Et c'est vrai qu'au marché de Dieu-le-Fit, où je suis allée, où vous avez mis en place ces différents prix pour avoir accès à une nourriture de qualité et accessible, il y avait une diversité plus importante que dans d'autres marchés où on peut aller bio, où les prix vont être plus chers. Et là, on voit du coup qu'on fait vraiment société. Je trouve ça assez juste comme terme. Je suis partie peut-être un peu loin de ta question. Non, c'est très bien. Non, je sais que tu as rencontré aussi un distributeur qui faisait de la distribution solidaire. Ça m'a assez impressionnée. La Carline a dit, oui, avec Florent Dunoyer, que j'avais déjà interrogé j'ai même fait un reportage à la télé avec lui il y a très longtemps sur la Carline. Ils sont plusieurs à la Carline, mais c'est vrai que c'est dans l'ouvrage chez Florent Dunoyer que j'ai interrogé. Oui, c'est très intéressant, la Carline. Moi, je les avais interrogés aussi pour l'ouvrage Vivre mieux sans croissance, parce qu'eux, ils ont un modèle où une fois qu'ils ont atteint une taille assez importante, donc j'ai plus le nombre de salariés en tête, mais enfin c'est un peu plus d'une dizaine, ils se disent C'était 16. Voilà, 16, merci. Tu vois, moi je me souvenais pas, merci. 16 salariés, ils se sont dit on est assez gros, on va pas encore grossir, et du coup là ça a dit, donc dans une ville de la Drôme, et donc ils ont créé une autre supermarché coopératif à Lucandiwa, pas très loin, et donc pour pas grossir et justement atteindre des tailles importantes. Et ce qui est très intéressant, parce qu'eux, ils vont toujours assez loin dans les innovations sociales, c'est que là, ils ont acheté des terres à l'entrée de Die pour pouvoir installer des agriculteurs bio. Alors, c'était des terres qui allaient aller à l'agrandissement sinon, et donc pouvoir récupérer ces terres et permettre... Donc là, on est vraiment sur toute la chaîne alimentaire. On va récupérer des terres pour pas qu'elles partent à l'agrandissement ou qu'elles soient bétonisées. On installe des agriculteurs dessus pour pouvoir après vendre leurs produits et proposer plus de fruits et légumes dans le supermarché. Donc on est dans des produits locaux de qualité et pouvoir les proposer à des prix qui sont quand même accessibles parce qu'il y a moins d'intermédiaires. Donc là, c'est vrai que c'est très intéressant la façon dont il fonctionne. Et là, en plus, lui, c'était intéressant parce qu'il avait eu ce projet beaucoup de difficultés à le mettre en place parce qu'il se retrouvait balancé dans plein de services différents. Tous les gens qui luttent un peu contre le modèle dominant se retrouvent là-dedans à un moment donné pour réussir à créer des choses. Donc là, c'est vraiment, il faut quand même avoir beaucoup de volonté, de détermination pour y arriver. Et en même temps, c'est ça qui est toujours un peu délicat parce qu'il m'explique bien qu'ils ont aussi des aides et des subventions de l'État pour réussir à faire leurs projets. Et en même temps, il a eu énormément d'entraves, notamment liées à la bureaucratisation, pour réussir à mener à bien ce projet. Il a failli pas être fait quand même. Donc voilà, il y a toujours cette opposition. En tout cas, ce qu'on note à la lecture du livre, c'est qu'on est sur une démocratie qui part du sol et qui remonte au lieu d'être dans un truc descendant. Et on sent bien que ça construit à taille humaine et que c'est par le lien, comme dit Arthur Keller, entre toutes les petites initiatives qu'à un moment va pouvoir peut-être s'initier une bascule de société. Oui, c'est vrai que moi, mon ouvrage, je prétends pas du tout, ça serait d'ailleurs totalement prétentieuse, presque, je trouve, de dire c'est un manuel d'action, je sais ce qu'il faut faire. Je dis juste que, et on va parler de la bifurcation, mais je dis juste que déjà de se dire que l'État fait certainement partie du problème et pas de la solution, ça change la façon dont on envisage la suite. On ne va pas passer en France d'un État totalement centralisé à plus d'État du tout. Enfin, ça me paraît évident, en fait. Mais de se dire que l'État fait certainement partie du problème et quand on revoit un peu l'histoire, se dire que même la période où il y a eu l'État-providence, c'est la période où il y a eu les 30 Glorieuses, c'est la période où on a le plus pollué, etc. Je trouve que c'est important, ce point-là, parce que ça, on ne le voit pas du tout, surtout en France. Je pense que c'est aussi pour ça, et ça, c'est Philippe Pelletier, un chercheur anarchiste, qui le dit très bien dans l'ouvrage, que la gauche est un peu aux abois idéologiquement, parce que en fait on n'a pas remis en cause, on n'a pas fait ce travail de mémoire en France à gauche sur toute cette question de l'État centralisé. Et aussi du coup je pense qu'il y a vraiment un travail à faire avec le lien avec l'anarchisme, parce que comme ça on n'est pas déraciné,
Ça veut dire qu'on ne propose pas quelque chose qui vient de nulle part. Il y a énormément d'auteurs dans mon ouvrage, comme Reclus, comme Thoreau, comme Kropotkin, que j'ai interrogé, où il y avait même une phrase de Kropotkin que j'avais l'impression je m'étais trompée, que c'était pas lui. J'ai dû appeler un chercheur qui connaissait très bien son travail, qui a relu l'ouvrage, Jean-Christophe Angot, pour vérifier cette citation, parce qu'on on a revérifié ensemble, vous êtes sûr et tout. Il me dit oui, c'est bien lui, tellement la phrase était actuelle. Donc je fais cette petite parenthèse pour dire que je pense vraiment qu'il faut qu'on remette en cause la structure de l'État et la façon dont l'État a façonné les marchés tels qu'ils sont aujourd'hui, comment le capitalisme, État et technologie s'entremêlent ensemble pour créer la société telle qu'elle est aujourd'hui, pour essayer de créer un autre avenir. Comme je dis, bien sûr, on ne va pas passer d'un tout au tout demain. Et moi, je serais incapable de dire exactement ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, ce serait débile parce que c'est au collectif, au quotidien de le créer. Donc, c'est pas de dire justement qu'on va dire exactement ce qui va se passer. Mais de se dire que l'État fait partie du problème et que dès qu'on va vouloir que ça vienne du haut et par la massification en disant il faut faire ça, ça ne marchera pas. Il me semble que l'histoire nous le montre, que ça fonctionnera pas et que c'est en partant, comme tu le dis très bien, par le bas que les choses vont fonctionner. Ça peut marcher par capillarité, c'est ça en fait. Après, on peut aussi réfléchir. Alors moi, dans l'ouvrage, tous les gens que j'ai interrogés, donc là plutôt je parle de la partie, on va dire peut-être plus chercheurs, mais les collectifs aussi, tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait inverser la pyramide, que comme tu disais, les choses partent du bas et après, tout le monde n'était pas d'accord sur on va dire le bout de la pyramide. Est-ce qu'on le retire ou pas? C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent plus du tout d'État et d'autres qui disent qu'il faut encore un État. Donc ça, tout le monde n'était pas d'accord dans l'ouvrage. Bien sûr, plusieurs anarchistes disent qu'il ne faut pas du tout d'État parce que sinon on revient aux mêmes dérives, qu'il faudrait peut-être une confédération à la Proudhon où on peut s'associer et se dissocier. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir la possibilité de se dissocier. On peut avoir des systèmes de solidarité entre régions ou entre territoires, mais parce qu'on peut se dire qu'il peut y avoir des inégalités entre territoires, donc on pourrait imaginer des systèmes de solidarité entre territoires, mais il faut toujours avoir la possibilité de se dissocier. Ça ne serait pas du tout des fédérations ou des confédérations comme on peut avoir aux États-Unis. Ça serait quelque chose de beaucoup plus libre. Donc, je pense qu'il y a toute cette question à réfléchir, mais en France, on est au tout début de cette réflexion. Le réseau n'est pas quelque chose de totalement naturel. Ah bah non, on est à l'opposé. Et puis la Covid a encore plus renforcé une centralisation. On est absolument, puis actuellement aussi. Et la numérisation, alors moi c'est plus mon autre ouvrage, mais la numérisation crée aussi cette centralisation. Les technologies qu'on choisit, le nucléaire aussi favorise la centralisation donc, et ne favorise pas l'autonomie des territoires. Tout ça, c'est très intéressant de voir tous ces liens. Donc, je ne sais pas comment la bifurcation va se faire demain, mais en tout cas, elle est intéressante à réfléchir et à chaque fois à faire attention à ce travers de l'efficacité et de la massification qui ne permettra pas un vrai changement, mais qui va juste nous précipiter plutôt vers les mêmes travers capitalistes. Alors, pour finir notre entretien, je voulais te demander si tu as un souvenir d'un moment dans la construction de ce livre, d'un moment particulièrement émouvant, d'un moment effrayant et d'un moment étonnant. À Longomaille, je suis restée plus de 10 jours et j'y suis allée une fois en hiver. Donc, c'est un très bel endroit à Liman. Donc Longomaille, la coopérative de Grangeneuve. Et c'est vraiment, les paysages sont très très beaux, c'est absolument magnifique. Donc j'y suis allée une fois plutôt en hiver avec le brouillard, etc. Et je suis allée une deuxième fois au printemps. Et peut-être moi, ce qui m'émeut beaucoup dans ces collectifs et dans celui-ci, ça m'a vraiment marqué parce que il y avait tous les coquelicots, il y avait toute cette biodiversité incroyable, le chant des oiseaux, etc. Et ce que je trouve très émouvant, et moi c'est ça qui me donne parfois espoir, même dans la période actuelle très complexe, avec la montée de l'extrême droite et autres, c'est de voir que quand on prend soin du vivant,
et depuis quelque temps, parce que Longomaille, ça fait plus de 50 ans, eh ben, la biodiversité reprend très vite ses droits, que le vivant reprend très vite ses droits, qu'on en prend soin, quand on cultive, parce qu'il cultive aussi la terre de façon agroécologique, paysanne, quand on s'intègre dans un territoire et dans une géographie, le vivant reprend ses droits et que ça, aucune intelligence artificielle ne pourra jamais le calculer et que voilà, même dans des périodes très difficiles comme actuellement, je trouve que c'est des lueurs d'espoir de se dire que ces lieux-là peuvent être des ressources pour demain, des lieux importants, et que la vie reprend très vite ses droits. Donc ça, je trouve ça très émouvant. Oui, ça c'est, et puis de voir cette beauté, c'est très émouvant et ça donne envie de continuer d'informer, d'enquêter et puis de continuer à lutter pour un autre modèle, pour d'autres modèles au pluriel d'ailleurs. Moment effrayant? Alors, j'ai eu plusieurs moments effrayants au Chiapas, au Mexique, ça c'est évident, c'est vraiment très dangereux, le Mexique. Il y a eu une journée particulièrement où donc moi j'ai travaillé avec Julia Arnaud. Donc dans le jargon journalistique, on appelle ça une fixeuse, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui m'a aidé à enquêter sur place, voilà, qui parle parfaitement espagnol, qui en plus traduit les communiqués zapatistes, donc du coup qui connaît bien le mouvement zapatiste. Donc on a travaillé ensemble et donc c'était à la fin de mes investigations, quelques jours avant mon départ, on s'est arrêté à un caracol. Donc un caracol, ça veut dire escargot en espagnol. C'est pas un lieu où vivent les zapatistes. C'est un lieu de rassemblement où on peut avoir une école, une clinique, où on peut avoir... c'est là aussi où moi, quand j'y suis allée, ça s'appelait les conseils de bon gouvernement. Ça a changé de nom depuis, mais donc les conseils de bon gouvernement, c'est la Junta, c'est où siègent des personnes qui vont prendre des décisions avec à chaque fois en redescendant vers le bas et en remontant, mais c'est des personnes qui gardent un lien à la terre, etc. Et c'est là où ils siègent. Et donc, voilà, et là, je suis allée dans un caracol. On a été les voir. Selon les caracoles, on peut rentrer, pas rentrer, les visiter, interroger des personnes, etc. Et là, les femmes ont accepté qu'on les interroge. C'était des femmes qui étaient au Conseil de bon gouvernement, 4 femmes. Et en fait, on s'est rendu compte pendant l'interview, même un peu avant, enfin moi je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais Julia s'en est rendu compte avant moi, qu'en fait le caracol était encerclé de paramilitaires. Donc ces femmes étaient complètement encerclées, c'était très dangereux pour elles. Donc c'est ce qu'elles nous ont expliqué, mais ça l'était aussi pour nous. Donc elle m'a dit de faire une interview plus courte, parce que moi j'ai tendance à faire des interviews très très longues. Donc on a fait une interview plus courte. C'était très touchant comme une interview, parce que ces femmes étaient... Alors, il y en avait qui parlaient espagnol, d'autres qui apprenaient l'espagnol, qui parlaient les langues mayas, et qui étaient très émues de nous témoigner la liberté qu'elles pouvaient avoir dans le mouvement zapatiste en tant que femmes, parce que ça c'est vraiment important dans le mouvement zapatiste, mais aussi de la dégradation de plus en plus forte au Chiapas pour pouvoir rester zapatiste, avec tout ce lien de l'État avec les narcotrafiquants, avec les paramilitaires qui empêchent de plus en plus les zapatistes de garder leur autonomie. Et elles étaient vraiment émues de nous partager ça, de partager ça en plus avec des femmes. C'était vraiment intéressant comme échange, et à quel point il y a une jeune femme qui a commencé à parler et qui avait les larmes qui sont montées. Nous, moi et Julia, ça a été la même chose. Ça a été un moment très fort en fait, ce moment-là. Et par contre, il a fallu qu'on fasse attention, parce que même quand on est reparti, on avait peur d'être suivi. Donc c'était vraiment dangereux. On n'aurait pas dû la faire, cette interview en vrai. C'était dangereux, mais rien que pour le fait, on s'était pas rendu compte, mais rien que le fait qu'on ait pu avoir cet échange, que ça valait le coup de le faire, parce que on a vraiment senti que pour elle c'était très important de nous témoigner ce qu'elle vivait. Et ça a été aussi très intéressant, parce que j'ai plein de passages d'être en face de la Junta. C'est pas si souvent. Julia, ça fait très longtemps qu'elle vivait au Mexique, ça lui était jamais arrivé. Donc voilà, c'était très intéressant qu'on puisse avoir ce témoignage. Et quand on est arrivé à San Cristobal, on s'est dit ouf, c'est bon, on est en sécurité. Et il y a eu une fusillade de 13 heures dans San Cristobal, dans le centre, ce qui arrive très rarement. En tout cas, ça arrivait très, très rarement. Je suis allée en mai 2023. Et donc, voilà, celle-là, par exemple, ça a été une journée particulièrement tendue, et où on sent que... ce qui n'est pas facile quand on parle du Chiapas et des zapatistes, et qu'en même temps, c'est intéressant de montrer que tout ce qu'ils ont construit
ça fonctionne. Ça fait 30 ans qu'il y a eu le soulèvement, 20 ans qu'ils construisent l'autonomie. Et vraiment, moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir pu construire des instances de justice, d'écoles, de santé, une université de la terre, d'être autonome de façon alimentaire, etc. Donc, de mettre en avant toutes les réalisations positives qu'ils arrivent à mettre en place, mais qu'en même temps, depuis quelque temps, c'est plus compliqué pour eux. Donc, il y a même carrément des meurtres, des gens qui disparaissent. Ça va très loin, la violence. Donc, c'est pas facile de le retranscrire de façon juste parce qu'on a envie de mettre en avant tout ce qu'ils ont créé, tout ce qu'ils ont mis en place. Et en même temps, il faut aussi dire que c'est difficile et qu'en plus, en ce moment, et tous les gens que j'ai interrogés confirment, en tout cas semblent dire qu'il y a des liens entre l'État à tous les niveaux et cette déstabilisation du Chiapas avec ces zapatistes qui sont autonomes et qui s'organisent sans l'État. Qui dérange. Et qui dérange. Et il y avait une dernière question, je crois, dans ta question. Un souvenir étonnant. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris ? Peut-être ce qui m'a le plus surpris, c'est ce que je disais un moment pendant l'interview tout à l'heure, et je trouve que c'est peut-être le point le plus central, et je pense que dans nos sociétés, il y a encore du travail là-dessus, notamment parmi certaines personnes engagées, c'est changer profondément son rapport à l'argent. Je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est insupportable pour les citoyens d'entendre des gens parler d'écologie, de baisse d'émissions de gaz à effet de serre et autres, quand ils ne sont pas capables eux-mêmes de réduire un tout petit peu leur train de vie et de mettre en place vraiment la décroissance. Et ça, moi, je pense qu'il m'a le plus étonnée, et dans le bon sens du terme, c'est que tous ces collectifs, alors bien sûr, ils n'avaient pas tous les mêmes moyens. Au Chiapas, les zapatistes, il y en a qui n'ont même pas d'électricité, parce qu'ils n'ont pas les aides de l'État. Donc, il y a certains endroits où il n'y a même pas d'électricité. Ils disent qu'ils ne sont pas misérables, mais ils vivent dans des conditions sobres. Dans les collectifs où je suis allée en France, forcément, les jeunes et ceux qui ont bénéficié des 30 glorieuses et des périodes plus fastes, et ils ont plus de patrimoine pour créer des biens écologiques de meilleurs, avec des conditions de vie meilleures, mais tous ont vraiment changé profondément leur rapport à l'argent, et tous, leur objectif, ce n'est pas de transmettre un héritage à leur enfant financier, mais de préserver le vivant. Ce qui est important pour moi, c'est de leur transmettre un bout de terre vivable, avec de la biodiversité, avec de l'eau, avec des arbres, avec des oiseaux, etc. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus étonnée, et ça va ensemble. Je trouve qu'actuellement, je pense que les auditeurs seront d'accord avec moi et toi aussi, on a des débats quand même publics qui sont vraiment tirés par l'extrême droite, avec des solutions caricaturales et autres, où c'est quand même très difficile d'échanger, en fait, quand on va être avec des personnes qui sont de plein de points de vue différents. Et là, la richesse des débats qu'on peut avoir dans tous ces lieux, la subtilité et la recherche à chaque fois, parce qu'être en collectif, il y a toujours une recherche de vivre de façon plus horizontale, ça demande beaucoup de subtilité dans les échanges humains. Et les gens, par exemple, au Lentillère, elle a changé son prénom, mais dans le livre, elle s'appelle Mathilde. C'était vraiment... donc, les Lentillères, c'est un lieu à Dijon, dans le centre de Dijon. Je voyais bien qu'elle était toujours à la recherche de comment bien faire dans le collectif, de se remettre elle-même en question tout le temps dans ses actions, dans la volonté de ne pas prendre le dessus sur l'autre, etc. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas parfait dans ces collectifs, il ne s'agit pas du tout de les idéaliser, mais je trouve que cette recherche d'être meilleur au quotidien avec l'autre et avec tous les humains et non humains qui nous entourent, c'est déjà vraiment louable par rapport aux solutions et aux débats qu'on peut avoir au niveau national actuellement. Oui, qui inclut l'égalité des sexes, le respect du genre. Bien sûr, tout ça est complètement inclus dedans. Et moi, dans mon enquête, par exemple, que ce soit au Chiapas avec les interviews dont je te parlais tout à l'heure, et au Lentillère, par exemple, où c'est vraiment un lieu particulièrement où les femmes ont un rôle très important. Bien sûr que la place de la femme, et à chaque fois aussi, il y a toujours cette volonté, et ça va un petit peu avec ce dont je parlais au début de notre entretien, c'est à chaque fois de préserver l'unicité. C'est-à-dire que dans chaque collectif,
collectif. On va essayer de mettre en place des solutions horizontales. Alors certains, par exemple, utilisent les outils de communication non violente, peut-être, ou d'éducation populaire, peut-être les auditeurs le connaissent, sinon je le définis moi un peu plus dans le livre. Mais en même temps, il y a aussi cette volonté à chaque fois de pas trop normer la relation humaine avec ces outils-là, et que si les gens qui connaissent pas le langage de ces outils avec la météo intérieure et autres se sentent pas perdus. Donc c'est en même temps, on veut faire de l'horizontalité, par exemple via ces outils, et en même temps, il y a cette volonté aussi de se dire que voilà, un tel est un peu plus, va dire, source d'énergie, et va être plus une personne qui va être une personne clé, une personne qui va... Moteur, voilà, exactement. Et il faut aussi préserver le fait qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Et ça, c'est difficile au quotidien. On vit tous avec des personnes, et on sait que c'est compliqué. C'est pas simple de vivre avec l'autre. Et donc ça, même si ça marche pas tout le temps, je vois bien qu'il y a des collectifs où il y a certainement eu des disputes, etc. Et pourquoi c'est pas grave en même temps de se disputer? Il y en a qui changent de collectif, ils vont dans un autre collectif parce qu'avec celui-ci, ça a pas marché. Et puis même si un collectif, il échoue, c'est pas grave, il aura au moins duré quelques temps. Parce que souvent, dans les gens qui connaissent pas tous ces milieux-là, ils disent oui, de toute façon, ça dure jamais longtemps, ils finissent toujours par s'engueuler, etc. Et parfois oui, pas toujours déjà, mais après, c'est pas non plus forcément grave d'aller créer quelque chose ailleurs. Je trouve que déjà, d'essayer de vivre ensemble différemment et en essayant de se respecter, c'est déjà un bon début. Merci. Merci Isabelle. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, merci à toi. Merci d'avoir écouté Dans quelle étagère, le podcast du vivant. Retrouvez tous les épisodes en ligne sur toutes les bonnes plateformes sur la chaîne Terra Focus. Ces podcasts sont publiés sur Hortus Focus, le vivant d'abord. Ce magazine en ligne vous informe sur le jardin et ses pratiques, la transition écologique, démocratique et sociale, la biodiversité et ses enjeux, le patrimoine végétal. Retrouvez-nous sur hortus-focus.fr. Comme toute la presse indépendante, Hortus Focus a besoin de ses lecteurs et auditeurs pour pouvoir travailler. Et pour financer notre travail, nous ne pouvons compter que sur vous. Déposez un don défiscalisable sur Helloasso. Ça nous aidera beaucoup.